Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, je vous propose un complément d'information sur les interruptions. Alors, à la fois un complément, à la fois des petites corrections sur des choses qui ont été vues précédemment. On va revenir sur le mot-clé volatile parce que je ne suis pas certain d'avoir été suffisamment clair dans la première vidéo sur les interruptions. On va également s'intéresser, et c'est nouveau, au mot-clé CLI, au mot-clé SEI, et on va à nouveau parler du registre SREG qui concerne toute la famille AVR. Donc il s'agit dans cette vidéo de s'intéresser à tous les effets néfastes qui peuvent exister avec les variables partagées entre les fonctions d'interruption et les autres fonctions du programme. Pour ça, je vais utiliser, comme support pour cette vidéo, je vais utiliser le programme que nous avions vu lors de la première vidéo sur les interruptions Arduino Uno. L'application s'était détectée un appui sur un bouton poussoir. Donc je reviens sur le code source que voici. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur ce code source, s'était glissé une petite erreur qui n'était pas un détail, parce qu'à cause de cette erreur, on ratait le premier appui sur le bouton poussoir. Effectivement, j'avais initialisé ici avec milli comme valeur. Là, il se trouve que au premier appui sur le bouton poussoir, cette variable statique précédente it était créée, initialisée à la valeur de milli. Ensuite, j'avais un underscore milli local qui était initialisé également à la valeur de milli, et par conséquent, la différence des deux conduisait à quelque chose qui n'était pas supérieur au délai sans rebond. Et c'est la raison pour laquelle, si il n'y avait pas de rebond au moment du premier appui sur le bouton poussoir, on perdait ce premier appui. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs durant l'enregistrement de la vidéo. Alors évidemment, j'avais initialement mis la valeur 0 ici, ce qui était le bon choix. Et dans le feu de l'action et de l'enregistrement de la vidéo, je suis plus concentré sur le problème des changements de vue sur les différentes fenêtres, tout ça. Et bon, j'ai commis cette erreur bête. Bien, donc c'est maintenant rectifié. On s'intéresse donc dans cette vidéo, je vous l'ai dit, au mot-clé volatile. On revient sur ce mot-clé volatile. Ce mot-clé volatile, il faut impérativement l'utiliser pour toutes les variables qui sont utilisées dans des contextes différents et qui n'ont pas de lien entre eux. C'est-à-dire, compteur PCB, ici, on l'utilise dans la fonction d'interruption ISRBP. On l'utilise également dans la fonction loop pour pouvoir l'afficher. Ces deux fonctions n'ont absolument pas de lien. La fonction loop n'appelle pas la fonction d'interruption. La fonction d'interruption n'appelle jamais la fonction loop. Par conséquent, lorsque le compilateur compile ce programme, eh bien, il peut considérer que dans la fonction loop, il n'y a pas de possibilité de modification de compteur BP ailleurs. Tout se passe pour lui au niveau de la fonction loop. Une des conséquences, c'est qu'il se peut tout à fait que la valeur affectée à compteur BP finalement soit stockée dans des registres du microcontrôleur et que le microcontrôleur n'utilise plus que ces registres-là pour pouvoir faire référence à la valeur de compteur BP. Alors que le compteur BP possède deux emplacements dans la mémoire, 2 octets, puisqu'il s'agit d'un entier de type int, donc stocké sur 16 bits. On peut observer également le même phénomène ici. On peut tout à fait imaginer qu'au niveau du traitement d'interruption, le compilateur ait réservé 2 octets correspondant à 2 registres du microcontrôleur, et tous ces traitements, il les fait uniquement dans ces 2 registres. Il ne les fera plus à partir d'une lecture de compteur BP dans la mémoire. Donc en fonction des degrés d'optimisation du compilateur, on peut aboutir à ça. De façon à être certain que le compilateur effectue chaque fois que nécessaire une lecture de la valeur qui est réellement stockée en mémoire pour une variable, il faut utiliser le mot-clé volatile. Dès lors que j'utilise le mot-clé volatile pour compteur BP, au moment ici où le compilateur va compiler cette action qui consiste à incrémenter BP, eh bien, il va systématiquement aller lire la valeur de compteur BP dans la mémoire. Et ensuite, il stockera le résultat dans la mémoire. Il ne va pas le conserver dans des registres en se disant par la suite, je travaillerai uniquement avec les registres. Idem ici. Au moment où compteur BP ici est utilisé, le compilateur n'utilise pas
un résultat qui serait encore disponible dans les registres, il va chercher la valeur correspondante de compteur BP dans la mémoire RAM du microcontrôleur. Alors ça, ce sont des choses que l'on peut parfaitement observer dans le résultat de compilation. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Et donc, voilà, j'ai recompilé le programme. Je vais ouvrir le fichier ici, qui est le résultat de la compilation. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment on peut obtenir ce résultat-là. Et je vais aller voir ce qui se passe dans la fonction loop. Alors, cette fonction loop, elle est ici. Et ici, on voit donc qu'il y a le serial.println compteur BP. Et on va aller lire dans la mémoire la valeur de compteur BP. Alors, on lit d'abord le poids faible et on lit ensuite le poids fort. Ces deux poids se trouvent, on le voit, à des adresses successives dans la RAM. Et comme on le voit ici, comme le microcontrôleur est un microcontrôleur 8 bits, la lecture se fait séparément pour poids fort et poids faible. On commence par le poids faible et ensuite le poids fort. Alors évidemment, ça a un très gros inconvénient. Un inconvénient pour lequel on a une solution. Mais cette solution, pour l'instant, elle n'est pas mise en œuvre. Imaginez que l'interruption se produise exactement entre ces deux lignes, ou au moment où on exécute cette ligne-là. Donc, j'exécute cette ligne-là, l'interruption se produit, l'exécution se termine, et ensuite, on a l'interruption qui est lancée. Le microcontrôleur a donc récupéré le poids faible de compteur BP pour pouvoir l'exploiter avant le traitement de l'interruption. Notre interruption va maintenant modifier compteur BP. Elle va rendre la main et on va passer à la récupération du poids fort ici. Ce qui veut dire que le poids faible correspond à ce qu'on avait dans compteur BP avant l'interruption. Le poids fort va correspondre à ce qu'on a après l'interruption. Donc évidemment, ça aboutit à un résultat qui, poids fort, poids faible, n'est pas cohérent dans le temps. L'ensemble des deux n'est pas cohérent dans le temps puisque l'un a été calculé avant l'interruption et l'autre a été calculé après l'interruption. Ça, évidemment, c'est potentiellement grave. Alors, dans le programme qu'on réalisait ici, on ne peut pas dire que ça soit hyper grave. Nous, on se contentait d'afficher la valeur. Bon, au prochain affichage, les choses seront correctes. Et puis en plus, la probabilité que ça se produise, elle est quand même relativement limitée. Mais bon, peu importe. On n'est pas là pour juger du fait que ça ne va pas se produire souvent. On est là pour faire en sorte que ça fonctionne comme il faut tout le temps. Alors pour faire ça, la solution, c'est de se dire, eh bien, au moment où j'ai besoin de faire la copie de compteur BP, je vais faire la copie dans une variable temporaire qui va me permettre de l'exploiter sans avoir ces inconvénients-là. Eh bien, pour pouvoir faire cette copie, je vais devoir effectuer un arrêt des interruptions. Alors, c'est une première approche que je vous propose. Ici, je crée une variable temporaire que je vais appeler underscore compteur BP. On va stopper les interruptions. Pour ça, j'utilise pour le moment une instruction CLI. Ensuite, on va effectuer la copie. Voilà. Et ensuite, je rends la main aux interruptions. Alors, je suis dans une situation où, dans ma boucle principale, les interruptions étaient autorisées. Donc, elles étaient autorisées avant, je les ai stoppées, donc je les restitue. Et au lieu d'afficher compteur BP, j'affiche maintenant underscore compteur BP. Allez, on enregistre, on regarde le résultat de cette compilation. Donc, dans le firmware.asm qui se trouve ici. Et là, maintenant, on retrouve notre fonction avec, effectivement, cette fois-ci, le CLI, dont on peut voir que le CLI, finalement, c'est une instruction assembleur, un CLI, qui met le bit I du registre sreg relative à l'autorisation des interruptions à 0 pour interdire les interruptions. La copie
s'effectue. Alors elle s'effectue dans des registres intermédiaires du microcontrôleur. Et puis ensuite, ici, on rend la main aux interruptions, mais au moins, pendant la copie, le microcontrôleur n'a pas pu être interrompu. Donc on a pris la précaution nécessaire. Alors je vous propose d'aller voir tout de suite un exemple sur la façon dont c'est traité effectivement avec la fonction mealy. Parce que la fonction mealy, elle accède, alors j'ai pas dû taper comme il faut, voilà, mealy. Alors je vais essayer de tomber au bon endroit pour aller voir la fonction mealy. 32 mealy, tac tac tac. Voilà, on y est là. Voici le code donc de la fonction mealy ici. Cette fonction mealy, elle va utiliser une variable intermédiaire m, qui est donc une variable sur 32 bits, qui va permettre de récupérer la valeur de mealy, celle qui existe dans le traitement des interruptions du timer 0. Alors d'abord, on regarde ce qui correspond à la récupération. La récupération elle-même, elle se fait ici. La valeur de mealy, celle qu'on va renvoyer à l'utilisateur qui a appelé la fonction mealy, va être stockée dans la variable m. Cette variable m, elle récupère en fait une variable qui est globale, statique, timer0_mealy. Bien, et cette variable, comme on le voit ici, hein, c'est une variable de type unsigned long, donc codée sur 4 octets, et on le voit ici, on effectue donc la copie des 4 octets que l'on vient placer dans les registres R20, R21, R22, R23. Petite différence par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi, j'ai utilisé, on l'a vu, un CLI pour arrêter les interruptions, un SEI après la copie pour autoriser à nouveau les interruptions. Ici, on a un dispositif qui est un petit peu différent. Ce dispositif, il utilise un enregistrement de la valeur de sreg. On mémorise la valeur du registre d'état sreg, et dans ce registre d'état, on a ce qui correspond aux interruptions. C'est le bit numéro 7, je vous le rappelle, qui spécifie si les interruptions sont autorisées ou pas. Alors quel est l'intérêt d'utiliser plutôt ici une mémorisation de sreg et une restitution à cet endroit-là de sreg? Bien, l'intérêt, c'est que si les interruptions étaient déjà désactivées en arrivant ici, on restituera l'état d'activation des interruptions après la copie. C'est-à-dire que je désactive de façon systématique ici, qu'elles soient actives ou pas, ces interruptions. Mais par contre, après la copie, je restitue l'état dans lequel elles étaient configurées. Et si elles étaient interdites, elles restent interdites puisque j'ai effectué une copie de sreg. Bien, donc là, on a pris les précautions maximales. Alors évidemment, ça, on peut tout à fait le faire dans notre programme. Pour ça, j'effectue ici une copie. Je me rends dans mon programme ici. Donc je déclare ici un hold sreg égale sreg pour pouvoir effectuer la copie de sreg. Je coupe les interruptions et je termine par un sreg égale hold sreg pour restituer la valeur de sreg et par là même restituer l'état d'autorisation des interruptions. Alors je peux enregistrer ça et le compiler à nouveau. Évidemment, on va retrouver exactement la même structure si on va voir le code assembleur. Une petite parenthèse pendant que ça compile, c'est le timer 0. Hop, timer 0, on a vu mealy. Timer 0 mealy. Bon, ça m'intéresse, c'est d'aller voir sa déclaration en fait. Et là, alors attendez, je ramène le curseur de la souris dessus. Alors, timer 0 mealy est inconnu, j'ai dû rater quelque chose.
hop, on retourne sur firmware ici. Hein, c'est timer 0 underscore milli. Timer 0 underscore milli. Je vais le chercher comme ceci et je vais aller à sa définition. Voilà, on le trouve, ce timer 0 milli. Donc là, c'est vraiment le cœur du timer 0 qui gère justement l'évolution de la variable, du compteur de millisecondes. Et ce timer 0, il stocke ce qui correspond en fait à la valeur de milli dans timer 0 underscore milli, dont on peut voir, c'est important, qu'effectivement, c'est une information qui est stockée avec le mot-clé volatile, hein, qui est déclaré avec le mot-clé volatile, ben justement parce que quand j'appelle la fonction milli, à l'intérieur de la fonction milli, je suis susceptible de lire la valeur de cette variable timer 0 milli. Et également dans l'interruption, on modifie timer 0 underscore milli. Donc deux fonctions qui sont totalement séparées, qui n'ont pas de lien entre elles, mais qui manipulent la même variable, et donc pour laquelle il faut prendre les mêmes précautions que celles que l'on a prises dans notre programme avec compteur BP. Bon, ça permet de faire une petite parenthèse sur milli, hein, et puis de constater qu'effectivement, milli, en fait, ça provient de la configuration du timer 0 qui va nous permettre de comptabiliser les millisecondes. Voilà, donc ça c'était juste pour pouvoir rechercher timer 0 milli dans le code. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que lorsque vous manipulez une variable partagée avec une interruption et d'autres fonctions du programme, cette variable, il faut impérativement la déclarer avec le mot-clé volatile. Également, lorsque vous voulez accéder à cette variable en dehors de l'interruption, il faut impérativement y accéder en bloquant les interruptions pendant que vous effectuez l'accès. Pour bloquer les interruptions, vous faites la copie ici du registre sreg, vous désactivez les interruptions, vous copiez dans une variable temporaire la valeur, la valeur de la variable qui vous intéresse, de la variable partagée. Et puis ensuite, vous restituez l'état d'activation des interruptions en restituant la valeur de sreg. Et bien sûr, par la suite, ce que vous manipulez, c'est la variable temporaire qui a permis d'effectuer la copie. Qu'ajouter à cela, le fait que, effectivement, ici, vous pourriez vous demander pourquoi, finalement, je n'ai pas directement appelé serial println en désactivant les interruptions avant et en les restituant après, mais parce qu'il faut vraiment limiter le temps où les interruptions sont désactivées au strict minimum, et c'est la raison pour laquelle on se contente juste d'effectuer une copie de variable, hein, ce qui, d'un point de vue strictement temporel, prend très peu de temps, puisqu'il s'agit de 2 octets si on est sur 16 bits, 4 octets si on est sur 32 bits, et on est rarement au-delà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a intéressé, je vous rappelle que c'est bien de mettre un pouce bleu, moi j'y tiens. Également, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. C'est important, ça fait vivre un petit peu la chaîne. Et puis, je sais que les commentaires sont souvent pertinents, quoi. Donc, n'hésitez pas à apporter également vos commentaires sur le fil de cette vidéo. Allez, merci et à bientôt pour d'autres vidéos.